Donc maintenant, je donne la parole à Madame Munting. Alors, je vais partager mon écran. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez encore un petit peu de courage pour écouter une troisième intervention. Je vais donc parler de la question des droits humains dans le contexte de l'activité minière. Alors, bien évidemment, si on a jugé utile de programmer cette intervention, c'est qu'il y a des problèmes de droits humains dans le contexte de l'exploitation minière. Et avant de vraiment rentrer dans l'analyse des dynamiques qui conduisent à ce problème, je voudrais donner une idée de l'ampleur de celui-ci. Vous savez sans doute qu'au cours depuis plusieurs décennies, il y a une véritable ruée sur les ressources naturelles, pas seulement sur les minerais, mais aussi sur les ressources. Donc depuis des décennies, on assiste un peu partout dans le monde sur une véritable ruée sur les ressources naturelles, pas du tout uniquement sur les minerais, aussi sur les ressources énergétiques, sur la terre, sur l'eau, sur les forêts. Ça se fait partout, dans toutes les régions, y compris jusqu'au fond des océans, où il y a d'ailleurs des minerais, et du côté des pôles. Et partout dans le monde aussi, lorsque des populations cherchent à défendre leurs droits sur ces ressources, et quand des personnes cherchent à dénoncer les abus, donc les accaparements illégaux de terre, la pollution des rivières, la déforestation sauvage, etc., ces personnes mettent de plus en plus leur vie en danger. Alors, une ONG s'est spécialisée dans les enquêtes et le recensement des assassinats de défenseurs et de défenseurs. Il y a beaucoup de femmes aussi de l'environnement. Et donc, la conclusion est que tous les 3 jours, un défenseur de l'environnement est tué dans le monde. Alors, ça concerne évidemment uniquement les cas qui ont fait l'objet d'enquêtes et qui sont répertoriés. En réalité, il y en a beaucoup plus. Et l'autre conclusion, c'est que le principal secteur concerné, c'est l'activité minière. Donc, vous voyez, je pense que ça vaut la peine de rentrer de plus près sur ce thème. Alors, mon exposé va comporter les parties suivantes. Je vais brièvement me référer au contexte de l'exploitation minière, puis je vais essayer d'analyser les liens, les dynamiques, les rapports entre les minerais et les droits humains, puis analyser les responsabilités concernant ces violations des droits humains, aborder aussi la question des moyens qui existent pour tenter de faire respecter les droits humains dans le secteur minier, et finalement poser la question de l'avenir, finalement des perspectives. Peut-on être optimiste en matière de défense des droits humains dans le secteur minier? Concernant le contexte, je vais aborder les questions qui ont déjà été abordées par les orateurs précédents, et donc je vais me concentrer sur la question justement de la concentration du pouvoir dans ce secteur. Cette concentration se passe à tous les niveaux. D'abord, les sociétés minières elles-mêmes, car même s'il existe des tas de sociétés minières, des petites, des grandes, le marché est complètement dominé par un petit nombre de très grosses entreprises. Ces entreprises, à leur tour, relèvent d'un petit nombre de pays qui sont donc véritablement des grandes puissances minières. Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Chine, l'Afrique du Sud. Cette concentration du pouvoir vient aussi d'éléments technologiques, parce que ce sont un petit nombre de pays qui disposent des brevets, des budgets aussi à consacrer en recherche et développement, et bien sûr aussi qui ont accès au financement. Tout cela se pratique dans un contexte qui a été marqué depuis à peu près les 30 dernières années, les 20-30 dernières années, par des politiques néolibérales qui se sont généralisées dans le monde et qui ont abouti à affaiblir considérablement les États en donnant énormément de pouvoir au secteur privé. Et ce contexte général va expliquer beaucoup de choses qui se passent dans le secteur de l'exploitation minière. Alors, donc, nous entrons dans la question de quel rapport entre les droits humains et l'exploitation des minerais. Pour analyser ça, on va analyser ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire les différentes étapes qui conduisent à la création de profits et de bénéfices à partir de l'exploitation minière. Lorsque une société minière veut commencer à exploiter un gisement, la première chose qu'elle doit faire, c'est prendre un contrôle sur le terrain où se trouvent ces ressources minières. Et là commencent déjà les problèmes, parce que souvent ce terrain sera occupé par des populations qui y résident ou qui développent des activités, l'agriculture, l'élevage, d'autres usages.
Et très souvent, l'appropriation de terrain va se faire en ne respectant pas les droits de ces communautés locales. Ici, quelques photos permettent d'illustrer un petit peu la question. D'abord, on voit que ça se passe absolument partout dans le monde, dans tous les continents. Et donc, quand les populations comme je s'opposent, souvent des personnes sont tuées. Donc, on voit au Mexique, tuées pour avoir refusé de signer un document, c'est dans les terres ancestrales qui peuvent faire ramollir une société minière. En Birmanie, tuées pour avoir manifesté contre les accaparements de terres. Parfois, ça prend des formes très cyniques aussi. On ne va pas tuer le leader qui essaye de s'opposer à l'accaparement des terres, mais on tue sa femme et ses enfants. En Afrique du Sud, un géant minier de très très longue date, la population de plus en plus, ici vous voyez, ce sont des femmes qui manifestent, rejettent en bloc l'activité minière à cause de ses impacts sur leur terre. Au Guatemala également, qui est un pays qui beaucoup plus récemment a connu une explosion de l'activité minière, c'est la même chose, non à l'usurpation des terres. Mais ce n'est pas seulement de terre qu'on a besoin. L'activité minière est une activité qui a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, souvent, les sociétés minières vont détourner l'eau et la monopoliser, et donc en priver des communautés locales qui en ont besoin pour elles-mêmes, pour leurs troupeaux. Ici aussi, les photos permettent un petit peu d'illustrer ça. Pérou, mine d'or, on est à 400 000 mètres d'altitude, il y a là 5 lacs absolument indispensables pour les populations qui vivent là, et qui sont menacées par un projet de mine. Les populations s'y opposent depuis des années. On voit ici une femme, ça fait 20 ans, qu'elle refuse de vendre sa terre à la société minière Yanacocha. Il y a une société américaine. Elle est menacée, harcelée. Elle a échappé à des attentats. Elle est maintenant protégée par la Commission interaméricaine des droits humains. Au Chili, l'exploitation du lithium dans les heures d'Atacama a consommé 65% de l'eau. Donc, c'est une région là qui est privée d'eau. Mongolie, désert du Gobi, l'activité minière a privé les populations nomades de l'accès à l'eau, eau dont ont besoin également les troupeaux. En Colombie, un pays extrêmement violent où les défenseurs des droits humains, les défenseurs de l'environnement, les dirigeants syndicaux, les dirigeants indigènes, les avocats qui les défendent sont régulièrement éliminés, assassinés. L'activité minière est vraiment de plus en plus au centre des conflits et la population aussi rejette en bloc cette activité minière. L'eau vaut plus que l'or, non à l'activité minière. Une fois que, quels sont donc le contexte et l'impact de cette appropriation de la terre et de l'eau? Le contexte, c'est un contexte du non-respect des droits des populations locales et très particulièrement des populations autochtones. La corruption à tout niveau, de plus haut jusqu'au plus bas, on essaye de soudoyer, d'acheter des leaders, des menaces d'harcèlement, d'intimidation, et cela conduit à des déplacements forcés de population et à la perte de leurs moyens de subsistance, les terres arables, le pâturage, l'eau potable, l'eau pour les cultures, les ressources de la biodiversité, avec des impacts parfois latents au niveau au-delà de la région où ça se passe, notamment par le biais de l'eau, et tout ça dans un contexte de criminalisation et de répression violente de la contestation sociale, où souvent les forces de police jouissent d'impunité et s'allient aux hommes de main de ces sociétés minières. Une fois que les sociétés minières ont le contrôle de l'eau et de la terre, elles emploient des gens pour exploiter les mines. Alors, vous avez sûrement tous entendu parler de conditions assez effroyables d'exploitation des enfants et des femmes dans les mines de RDC, mais c'est loin, et qui s'apparente à du travail forcé, mais c'est loin de se passer uniquement en RDC. Alors, je voudrais lire ici les conclusions d'une étude, un baseline study qui a été fait et qui arrive à la conclusion suivante. Contrairement à une perception répandue, le travail forcé n'est pas limité à certaines régions, à des événements historiques passés ou à des régimes totalitaires. Il constitue au niveau mondial un problème contemporain aigu, et cela est le mieux illustré dans le secteur minier. Ça ne vient pas d'un mouvement d'extrême gauche, d'une obscure ONG, ça vient d'un institut allemand, un réseau en fait, d'instituts allemands dont les études font autorité. Et si on voit à gauche des photos justement prises en RDC, des femmes et d'enfants qui travaillent dans les mines de cobalt, un avocat, et on reparlera de ça plus loin,
qui défend ces populations maintenant, a formulé ses conclusions, comme il est là, au cours de mes 35 ans en tant qu'avocat de droits humains, je n'ai jamais vu des abus aussi extrêmes d'enfants innocents à une telle échelle. Cette incroyable cruauté et cupidité doivent cesser. Mais donc, ce n'est pas seulement en RDC, ce n'est pas seulement en Afrique. Au Pérou, des enquêtes ont montré que, par exemple, dans le secteur de l'or, un cinquième de l'or exporté serait exploité illégalement et le travail forcé est fréquent. Se passe même dans des pays développés, l'activité minière, alors ce n'est peut-être pas du travail forcé, mais c'est un non-respect des conditions contractuelles. Il y a quelques mois, une grève a fait la une dans les journaux américains. Au Kentucky, un grand nombre de mineurs avaient été mis à pied et leur dernier salaire n'avait pas été payé. Alors, quelles sont donc ces conditions? Les problèmes que l'on rencontre jusqu'à des violations graves de droits humains, c'est des conditions salariales abusives, le non-respect des conditions contractuelles, l'absence totale de normes sanitaires et de protection sociale. Donc, si on a un accident, il n'y a pas de remboursement, pas de financement des frais médicaux, l'exploitation du travail des enfants et des femmes, des conditions de travail dangereuses, des accidents mortels. On utilise en fait les enfants dans les mines de cobalt parce qu'ils sont petits, alors ils peuvent se glisser dans les couloirs qui ne sont pas sécurisés. Tout ça conduisant aussi à de graves problèmes de santé. Passons à un quatrième impact important de l'exploitation minière qui a des conséquences très importantes sur les droits humains, c'est la question environnementale. La question qu'on peut vraiment se poser, c'est dans quelle mesure l'exploitation minière et le respect de l'environnement sont compatibles. Quelques photos ici. Exploitation minière en Colombie, l'eau et les poissons sont devenus impropres à la consommation suite à l'exploitation minière. En Afrique du Sud, l'université d'Harvard a fait une étude sur l'exploitation de la mine et son jugement est très clair, le secteur, et elle dit, voilà, l'Afrique du Sud a failli dans son obligation de protéger les populations locales de l'exploitation de l'or. En Inde, dans le Tamil Nadu, des manifestations contre les dommages environnementaux causés par une mine de cuivre ont conduit à une répression très violente, 13 personnes tuées. Ici aussi, on voit en Amérique latine la population qui s'oppose en bloc à l'activité minière en disant oui à la vie, défendons la terre-mère. Alors, ces dommages environnementaux concernent en fait tout l'écosystème, le sol, l'eau, la couverture végétale. S'accompagne de très très grosses pollutions qui créent des problèmes sanitaires pour la population locale, mais souvent plus loin aussi, notamment pour la contamination des eaux. Ça s'accompagne donc, ça conduit à des atteintes très graves au droit à la vie, à la santé, à l'environnement, et par le biais de cette répression violente des défenseurs de l'environnement, aussi au droit à la liberté d'expression et même d'association. Compte tenu de l'actualité qui fait que nous sommes ici ensemble tous derrière nos écrans, le Covid-19, je pense que c'est important de rappeler les liens avérés entre la destruction de l'environnement et la multiplication des pandémies qui, dans une grande majorité, sont des zoonoses, donc qui viennent de ce saut d'un virus d'un hôte animal vers l'hôte humain et qui sont totalement favorisées par la destruction des environnements traditionnels de ces espèces animales. Une dimension spécifique de l'environnement, puisque finalement ça fait partie aussi, c'est le climat. On estime que l'extraction minière est à l'origine de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or, on sait que le réchauffement climatique conduit déjà et va conduire à l'avenir à d'extraordinaires violations des droits de l'homme. La haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, a résumé la question dans les termes suivants. Elle estime que le réchauffement climatique constitue la plus grande menace pour les droits humains jamais observée. Quels sont ces impacts de la crise climatique? Atteinte au droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, atteinte au droit à la sécurité, au logement, au territoire. Bien sûr, si votre île est appelée à disparaître à cause du relèvement du niveau des océans, c'est littéralement la base de votre survie.
Euh, on s'attend donc, et on a déjà des déplacements massifs de populations de migration qui arrivent comme demandeurs d'asile, qui n'obtiennent pas de statut de réfugiés, tout ça conduisant donc à d'énormes violations des droits humains. D'après les Nations Unies, il faut s'attendre d'ici 2050 à entre 250 millions et 1 milliard de réfugiés du climat. Un dernier aspect maintenant, qui lui aussi s'accompagne de violations des droits humains, c'est la question des profits et des bénéfices. C'est la question à qui bénéficie l'exploitation minière. Alors, pour mieux comprendre ça, analysons d'abord les facteurs qui déterminent qui bénéficie des produits, ses profits, sa fiscalité, les pouvoirs de négociation respectifs entre un État et la société minière qui vient exploiter chez nous, la capacité des populations de faire valoir leurs droits et la mesure dans laquelle les gouvernements sont redevables à l'égard de ces populations, l'état de droit aussi dans lequel se réalise l'exploitation, qui règne dans le pays où a lieu l'exploitation minière, l'indépendance de la justice aussi et le mécanisme de règlement des différends entre une société minière et le pays où elle intervient. Alors regardez de plus près d'abord la fiscalité. Et nous verrons que tout ça s'inscrit dans des rapports de force avec les impacts que nous allons analyser. Fiscalité d'abord. Un rapport récent qui a été publié à l'occasion de la Journée mondiale pour la justice fiscale résume assez bien la question. Le secteur extractif, qui défraie si régulièrement la chronique pour ses exactions environnementales et ses violations des droits humains, est aussi à la pointe en matière d'évitement fiscal. À gauche, vous voyez un graphique établi par le Fonds monétaire international qui montre comment, au cours des 30 dernières années, le taux les taxes payées par les grosses multinationales n'a pas cessé de diminuer. Ça se fait par des tas de mécanismes d'évitement fiscal, la fraude fiscale aussi tout simplement, qui bénéficie de l'existence des paradis fiscaux, et aussi le lobbying législatif, c'est-à-dire la façon dont les grandes multinationales influencent les lois et les règlements dans les différents pays où elles interviennent. Ici, nous voyons aussi le poids économique comparé. Cette carte du monde montre les pays en fonction de leur PIB, donc plus c'est sombre, plus le PIB est élevé, et inversement. Alors regardons l'Afrique, par exemple. À part 3 pays qui sont en vert plus foncé, qui sont l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, tous les pays africains ont un PIB qui est inférieur et de très loin au chiffre d'affaires d'une des sociétés minières, par exemple Glencore, qui en 2005 avait un chiffre d'affaires de 209 milliards de dollars. L'état de droit, c'est un autre très gros problème et beaucoup de gens se préoccupent du fait qu'on ait découvert récemment au Mexique ce qui semble être le plus grand gisement de lithium du monde, alors que c'est un pays dominé par les cartels et la corruption. Justement, un article vient de sortir à ce sujet dans le Monde diplomatique récent, en janvier 2020, qui parle de ce problème au Mexique. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il y a un conflit entre une société multinationale et une société minière? Dans ce cas-ci, il y a un pays. Là, il y a quelque chose sur lequel je vais m'attendre un petit peu plus, parce qu'on assiste depuis à peu près 25 ans à une très insidieuse conquête du pouvoir par les multinationales, par le biais d'une clause qu'elles font figurer dans leur contrat d'exploitation et d'investissement, les clauses dites ISDS, Investor State Dispute Settlement. Quelles sont ces clauses? C'est donc une clause qui permet à une multinationale d'attaquer en justice un État souverain. L'inverse n'est pas possible, c'est une clause unilatérale, c'est une clause de protection des investissements. Et donc, cette société peut attaquer un État souverain si elle estime que celui-ci prend des mesures qui nuisent à ses intérêts. Alors, quelques exemples qui sont totalement réels. Philip Morris, par exemple, a attaqué en justice l'État d'Uruguay qui avait adopté une législation de lutte pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes. Alors, Philip Morris a attaqué l'État uruguayen en justice, un État de 3 millions d'habitants en réclamant, je crois, 2 milliards de dollars, en argumentant que cette législation nuisait à ses intérêts, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai.
Autre cas, une société, Vattenfall, qui en ce moment précis a un litige avec l'Allemagne, réclame, je crois, 4 milliards d'euros parce que l'Allemagne a décidé de se retirer du nucléaire et que cette société qui investit dans le nucléaire estime que ça compromet ses intérêts. Autre exemple, après le printemps arabe, l'Égypte a voulu relever son salaire minimum qui était inférieur à 50 euros par mois et elle a été attaquée en justice par Veolia qui argumentait que ça nuisait à ses intérêts. Et bien évidemment, pour une société étrangère, plus le salaire est bas, moins il y a de sécurité sociale, mieux c'est. Or, on assiste à l'explosion des traités d'investissement avec une clause ISDS. Ils sont présents dans à peu près tous les contrats d'exploitation miniers. Une explosion alors des arbitrages. Parce que quand il y a un conflit pareil et que donc cette société multinationale attaque un État, comment est-ce que ce jugement, cette action judiciaire se déroule? Elle ne passe pas par les tribunaux nationaux. On fait appel à un mécanisme ad hoc qui est créé pour les besoins de la cause, chaque fois différent, où agissent des avocats d'affaires qui sont tantôt magistrats, tantôt avocats de l'un, tantôt avocats de l'autre, qui sont payés des sommes colossales, de plus de 1 000, 3 500 euros de l'heure. Et c'est eux qui vont gérer le différend. Et une particularité aussi de ces jugements, c'est qu'ils sont sans appel. Alors, on a assisté donc à une explosion de ce type d'action en justice, avec une montée en flèche de sommes impliquées, de sommes astronomiques qui sont payées par des États et des sociétés privées, et cela y compris dans des pays où la population n'a pas accès aux services de base. En Mongolie, un pays minier, il y a eu un très très grand nombre de gens d'arbitrage totalement défavorables à la Mongolie, qui ont organisé une sorte de pillage en règle de la Mongolie. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer si on analyse ces différents mécanismes? Je pense qu'on peut les rassembler autour de 3 considérations. D'abord, de très graves atteintes aux droits fondamentaux des populations qui perdent les moyens de leur survie, la base de leur survie. Deuxième conclusion, l'exploitation minière se réalise très souvent dans un contexte de conflit et de violence. Et cela à tous les niveaux. Donc, les droits des populations sont violés. Beaucoup de conflits intracommunautaires sont créés aussi parce que la société minière fait des promesses, essaye de soudoyer des gens de la société. Souvent, là où agissent les sociétés minières, dans les zones reculées où elles agissent, il y a des groupes illégaux et des hommes de main, beaucoup de violences de genre aussi. On utilise le viol pour intimider les populations. Et les contestataires, comme on a vu, très souvent se font éliminer physiquement. Et, on voit une carte qui avait été établie dans le cadre d'un projet qui recensait tous les conflits environnementaux de le monde. Ce n'est pas seulement dans le secteur minier, mais c'est essentiellement dans le secteur minier. Et donc, à la fin 2005, 1400 cas répertoriés. Malheureusement, le projet n'a plus été financé par la suite. Tout ça amène à ce qu'on a adopté ce terme pour désigner la situation des pays qui ont des ressources minières et qui sont pris dans ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Donc, cette exploitation minière se réalise le plus souvent dans un contexte de très, très grandes asymétries et un contexte de véritable néocolonialisme. Il n'y a pas de transformation locale, c'est de l'extractivisme. Le tissu productif local est souvent détruit, des activités agricoles disparaissent, les rapports sont très inégaux, il y a un creusement des inégalités parce que ceux qui bénéficient de la corruption peuvent voir leurs revenus exploités et les populations locales restent dans la misère. Les États n'arrivent pas ou n'ont pas la volonté de mettre en œuvre des contraintes environnementales. Et on assiste jusqu'à des dérives autoritaires et basculement dans la guerre civile. Récemment, le Forum économique mondial et le PNUD avaient fait une cartographie de l'exploitation minière en fonction des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable que la communauté internationale s'était donnée. Et voilà, et sa conclusion, l'exploitation minière est une industrie mondiale, souvent située dans des régions reculées, sensibles sur le plan écologique et sous-développées, comprenant de nombreux territoires hétérogènes. Lorsqu'elle est gérée de façon adaptée,
Elle peut créer des emplois, favoriser l'innovation et apporter des investissements en infrastructures à une échelle significative et à long terme. Mais lorsqu'elle est mal gérée, elle peut aussi être la cause d'une dégradation de l'environnement, d'un déplacement des populations, d'inégalités et de conflits aggravés entre eux. Mais quand on voit comment les choses se passent vraiment, il faut peut-être dire non pas lorsqu'elle est gérée, mais si elle était gérée, et non pas et reconnaître aussi que le plus souvent, elle mène aux impacts négatifs qui sont décrits là. Je n'ai pas pu résister à ajouter un article de journal qui est sorti justement samedi passé concernant le Nicaragua. Donc, au cours des 3 dernières années, la superficie de terre sous concession minière a doublé. Ça atteint 20% du pays. Zone forestière, on retrouve les réserves naturelles, dont on dit que c'est la plus grande après l'Amazonie en Amérique latine. Et le contexte, un contexte de violence contre les populations indigènes qui habitent dans cette région. Quels sont les responsables finalement de toutes ces violations des droits humains? Il y a évidemment d'abord les acteurs de la chaîne de production. Alors, regardons la carte ici du parcours du cobalt congolais, des mines artisanales vers le marché mondial. Donc, ça part des RDC, ça va en Asie de l'Est, où c'est fondu, où c'est mis dans des composants, éventuellement déjà dans des batteries. Après, ça part dans les pays qui produisent les véhicules. Il y a donc tout un ensemble d'intervenants, là, d'acteurs qui interviennent dans la chaîne de production. Il y a des acteurs financiers ensuite, les banques privées et les institutions financières multilatérales. Parler très spécifiquement de la Belgique, une étude a été effectuée récemment qui montre que les banques belges investissent massivement dans des mines qui ont été pointées du doigt par l'OCDE comme ne respectant pas les droits humains ni l'environnement. 34 milliards auraient été investis au cours des dernières années. La Banque mondiale, la FMI et la BI. Ces organismes jouent un rôle déterminant parce qu'ils octroient des prêts dans ce secteur, mais aussi parce que ces prêts sont assortis de conditionnalités et ces conditionnalités vont tout à fait au-delà des conditions d'exploitation. Ce sont vraiment des conditionnalités à proprement parler politiques. Et en plus, elles s'inscrivent dans un cadre idéologique qui est celui qui donne la priorité à la recherche du profit par rapport au respect des droits des populations locales. Les acteurs politiques maintenant, ce sont les autorités du pays qui possèdent la ressource, ce sont les autorités des pays d'origine des sociétés minières, ce sont ces organisations internationales qui jouent aussi et qui toutes jouent un rôle déterminant au niveau législatif, au niveau exécutif et comme on a vu aussi au niveau judiciaire. Et finalement, d'autres acteurs qui portent une responsabilité, ce sont bien sûr les utilisateurs finaux. Évidemment, là, on est au-delà de la phase d'extraction minière, on est plus loin, la production, l'utilisation des biens, l'élimination, le recyclage. Et là, la question vraiment qui se pose, voilà, comment va évoluer la demande? Demande insatiable ou égalité heureuse? Et pour quels besoins aussi? Pour quels besoins ces minerais? Je ne vais pas approfondir les questions qui sont plus technologiques, qui ont été traitées par des orateurs précédents. Mais je pense qu'il faut mentionner les consommateurs aussi dans la chaîne de responsabilité. Maintenant, de quels moyens de prévention dispose-t-on pour essayer de limiter les abus? Alors, depuis plusieurs années, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises, on parle de code de conduite, de directives volontaires dans beaucoup de secteurs, le secteur extractif de l'huilier, la terre, etc., le foncier. Mais il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, ça n'a pas réussi à limiter les excès dans le secteur minier. Quant aux normes contraignantes, certaines ont ou vont être adoptées prochainement, notamment au niveau de l'Union européenne, mais ce sont des aspects tout à fait partiels. Et sans doute que la seule façon qu'il y aurait de véritablement finir avec l'impunité des multinationales, c'est d'adopter des normes contraignantes. En ce moment, un traité international est en discussion, donc un traité international contraignant, cette fois, juste avec des normes non contraignantes et volontaires, mais qui obligerait les multinationales à respecter des conditions en matière de droits humains et d'environnement. Ces négociations aujourd'hui n'avancent pas beaucoup, notamment à cause de l'opposition de l'Union européenne, des États-Unis aussi d'ailleurs,
qui évidemment sont des pays qui ont beaucoup de multinationales. Les actions judiciaires sont a priori évidemment aussi un moyen de limiter les excès et on assiste parfois à des actions judiciaires qui sont véritablement un succès. Ainsi, en 2018, des communautés locales ont gagné une action judiciaire au bout de 10 ans quand même contre une société minière australienne et la Haute Cour a confirmé le droit des populations locales de refuser l'exploitation minière sur leur terre ancestrale. C'est une grande victoire, pas seulement dans ce cas-ci pour cette communauté Pseudo-Béni en Afrique du Sud, mais aussi pour toutes les autres communautés marginalisées qui se battent contre l'accaparement de leurs terres par les multinationales. Une autre action judiciaire très intéressante a été lancée il y a très très peu de temps, donc en décembre passé, un groupe d'avocats a déposé plainte contre les géants du high-tech pour les conditions d'exploitation des enfants dans les mines de RDC. C'est assez intéressant parce qu'en fait, elles n'ont donc pas dirigé leur action contre les sociétés minières, mais elles les ont lancées contre les utilisateurs finaux, avec l'argument que ces utilisateurs finaux ne pouvaient pas ignorer les conditions dans lesquelles elles produisent le cobalt qu'ils utilisent. Mais ces actions judiciaires sont aussi une arme à double tranchant parce qu'elles sont très souvent utilisées contre les populations et les défenseurs des droits humains. Comme on a vu aussi, les délais sont souvent interminables, mais cela permet aussi à ces sociétés de lancer des actions contre des défenseurs sous la forme de véritables harcèlements. On a même créé un terme, les SLAPS, et donc ça consiste à lancer des actions contre la population véritablement pour créer un harcèlement et pour les décourager de chercher à défendre leurs droits. L'ONG qui recense les assassinats de défenseurs de droits humains l'a résumé de la façon suivante: c'est une ironie que le système judiciaire acquitte souvent les assassins de défenseurs de l'environnement, mais sont par ailleurs utilisés pour qualifier ces derniers de terroristes, d'espions et de criminels dangereux. Les deux tactiques envoient un message clair aux autres militants. En s'entêtant à dénoncer les abus, ils mettent en danger leur propre famille, leur propre vie, leur famille et leur communauté. Alors, un autre outil dont il faut vraiment parler, qui me semble être très important pour tenter de limiter les abus, c'est la médiatisation et l'activisme. Donc, beaucoup de centres de recherche, des ONG de droits humains lancent elles aussi des actions judiciaires ou donnent une visibilité aux actions judiciaires. Il y a évidemment des ONG qui travaillent très généralement sur l'ensemble des droits humains, comme Amnesty International, et depuis très longtemps. Et puis, il y a une série d'ONG qui se sont véritablement spécialisées sur ce genre de questions, qui concernent donc véritablement l'impunité des sociétés internationales, et notamment des sociétés minières. Quelles sont maintenant les perspectives d'avenir quand on tient compte de tous ces éléments? Est-ce qu'on est en droit d'être optimiste quand il y a une amélioration des conditions de droits humains dans le contexte de l'exploitation minière, ou le contraire? Alors, les intervenants précédents ont parlé un petit peu de la question de l'économie circulaire, donc de la demande qu'on fait et dans quelle mesure ça pourrait réduire la demande. On a vu que la marge est quand même très faible. Donc, la question vraiment posée de est-ce que cette demande va augmenter? Et donc, la pression pour continuer à multiplier les mines et l'extraction minière. Là, on peut se demander ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se passer la même chose que dans le domaine de l'énergie? Parce que qu'est-ce qu'on a observé dans le domaine de l'énergie? C'est que chaque fois qu'on a créé une nouvelle source d'énergie, ça ne s'est pas du tout substitué aux énergies existantes, mais au contraire, ça conduit à une encore plus grande consommation d'énergie. Alors, est-ce que c'est parce qu'on va recycler, qu'on va avoir besoin de moins de minerais, ou bien est-ce que la demande va continuer à pousser et à exiger qu'on extrait encore plus de minerais partout dans le monde? La question des responsabilités, on a vu que c'est très difficile.
parce qu'on a un écheveau d'acteurs difficiles à démêler, un ensemble de traités qui bloquent, le système d'arbitrage du secteur privé, toute la financiarisation et le rôle de la spéculation. Quant aux outils de protection des droits humains, donc on en a déjà parlé, là, si on nous pose la question de quelles initiatives, institutions et modes d'action ont contribué réellement à avoir un impact et à limiter les abus dans le secteur minier, si on me pose personnellement la question, j'ai l'impression que la médiatisation est extrêmement importante à tous les niveaux. Un procès, par exemple, une société minière qui est condamnée à payer une amende, ça passe littéralement par les pertes et profits. Mais par contre, toutes les sociétés investissent énormément dans leur image. Et donc, quand il y a une médiatisation autour des abus, cela provoque des actions. Par exemple, j'ai lu récemment que des sociétés qui avaient été donc attaquées sur la question du code base en RDC commencent elles déjà à réfléchir à comment elles pourraient réduire ça. Et c'est incontestablement parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour de ça, y compris quand de nouvelles lois doivent être adoptées ou un nouveau traité, par exemple. Le travail de médiatisation, de conscientisation des citoyens, le travail d'information est extrêmement important. Quand on parle de l'avenir, on ne peut pas maintenant ne pas évoquer la situation actuelle de la pandémie. Alors, on a déjà parlé du lien entre environnement et pandémie. La question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que tout ça va conduire à une prise de conscience? Alors, la pandémie, c'est tellement, elle entraîne aussi des risques. Un risque d'affaiblissement des normes environnementales. On voit déjà les sociétés argumentent que pour relancer l'activité, il ne faut surtout pas leur mettre des limites au point de vue environnemental. Certains pays ont recommencé à investir massivement dans le charbon, par exemple. La même chose, un affaiblissement des normes relatives aux droits humains, on le voit bien. Nous sommes tous dans des situations de restriction de nos libertés totalement inédites, mais où ça va nous conduire évidemment aussi toutes les restrictions à la mobilité qui existent maintenant constituent une difficulté accrue pour tout le travail d'enquête et de médiatisation. On a aussi une multiplication des zones de non-droit. J'ai évoqué rapidement ce qui se passait au Nicaragua. L'article disait que le gouvernement utilise la fumée du Covid-19 pour justifier toutes sortes de choses. La question va être vraiment, quelle reprise? Est-ce que c'est une reprise business as usual? Ou est-ce que ça va vraiment nous conduire vers un autre paradigme? Et là, je voudrais lire une phrase pour clôturer. Je reviens à la même ONG du début, avec ces chiffres. Et la voici. Ceux qui risquent leur vie pour défendre la terre et les droits environnementaux véhiculent un message important que nos modes de consommation et de production doivent changer radicalement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monique. Nous avons reçu beaucoup de questions. Je vais tout d'abord poser une question qui est déjà une question relativement grande, je pense, et très importante pour Monique. Quel rôle joue la colonisation dans les violences qui subissent les populations dans les États qui sont majoritairement des créations coloniales des pays occidentaux? Je réponds déjà à cette question. Quel rôle joue la colonisation dans les violences que subissent les populations dans les États qui sont majoritairement des créations coloniales? Alors, je pense que peut-être qu'on devrait parler, moi j'ai plutôt utilisé le terme de néocolonialisme. Et quand on parle de néocolonialisme, je pense que c'est quelque chose qui est très multidimensionnel. Parce que ce n'est pas seulement un pouvoir économique qui s'exerce sur des pays, ce n'est pas seulement un pouvoir politique, il y a quelque chose qui passe aussi par l'idéologie. Une idéologie qui a été inoculée quelque part aux dirigeants de tous ces pays, qui sont souvent finalement les alliés de ces sociétés minières et qui ne se sentent pas de redevabilité nécessairement par rapport aux populations. Et je pense que ça, c'est un héritage de l'époque coloniale, mais
je pense que de nos jours, il faut vraiment parler de néo-colonialisme plutôt. Ouais. Mais il est évident que tout ce qui se passe là se passe dans des pays où il y a un clivage extraordinaire entre les dirigeants et les populations qui n'arrivent donc pas bien à défendre leurs droits. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a un rôle qui pourrait jouer le ONU, les Nations Unies? Parce qu'évidemment, la problématique de l'exploitation raisonnée des ressources naturelles est identifiée dans les objectifs du développement durable, les Sustainable Development Goals. Alors, bien évidemment, les Nations Unies ont un rôle très, très important. Je crois que je l'ai évoqué à plusieurs endroits de cet exposé. D'abord, les Nations Unies ont quand même été le fer de lance de l'adoption de beaucoup quand même aussi de ces mesures non contraignantes déjà. Et puis, il y a une série de mécanismes au niveau des Nations Unies sur la question des droits humains, une commission des droits humains, donc qui est quand même très importante. Mais je pense que en ce moment précis, et par rapport au problème, ce problème qui, en gros, se ramène quand même vraiment un problème d'opposition et de pouvoir tout puissant de ces sociétés minières, je pense que ce traité que j'évoquais, ce projet de traité contraignant pour les multinationales en matière d'environnement de droits humains et qui est négocié au niveau des Nations Unies, c'est cela qu'il faudrait essayer de pousser un maximum.